Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Deux entreprises japonaises se trouvent déjà au Congo central pour l'exploitation du manganèse dans le territoire des Luozi. En croire le gouverneur de cette partie de la RDC, à travers ses projets, l'économie locale de la province du Congo central va être boostée dans ce journal. Vous aurez plus de précisions. Politiques, scientifiques et étudiants réunis autour du thème Jeunesse et paix en République démocratique du Congo, acteurs du changement ou spectateurs du destin. Quelle attitude doivent adopter les autorités et la jeunesse congolaise dans ce contexte de la guerre? La question a été placée au centre d'une conférence scientifique organisée le week-end dernier dans la salle Monekoso à l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Lors de la 3e conférence interparlementaire africaine axée sur le défi mondiaux émergent qui s'est tenue du 9 au 11 mai à Entebbe en Ouganda sous le thème « Protection de l'économie africaine et souveraineté des ressources naturelles, défis mondiaux et perspectives », le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, a appelé les représentants de différents pays à une coopération régionale économique franche. Par ailleurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est dit favorable à une exploitation commune du pétrole du lac Albert entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et je conclus en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole de lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ce pipeline, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement?
Pendant ce temps, la première ministre Judith Suminwa, lors de la 37e session ordinaire du Conseil de ministres, exprimait de vives préoccupations concernant l'intégrité des états financiers produits par les entités publiques, soulignant l'importance cruciale de la sincérité, de la transparence et de la fiabilité dans la gestion de ressources publiques. Elle a en outre attiré l'attention sur des anomalies significatives et des incohérences majeures constatées dans les états financiers de l'exercice 2024 de plusieurs entreprises et établissements publics. Au cours de cette 43e réunion de l'exécutif national, présidée par le président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a exprimé de vives préoccupations en ce qui concerne l'intégrité des états financiers réalisés par les entités publiques. Judith Suminwa a souligné que l'amélioration de la gouvernance financière des entités publiques est une priorité absolue pour le gouvernement. Elle a insisté sur le fait que la restauration de la confiance des citoyens, de partenaires techniques et financiers et l'assurance d'une gestion rigoureuse et responsable des ressources publiques sont des objectifs essentiels. Elle a attiré l'attention des membres du gouvernement sur l'importance de l'intégrité, de la sincérité et de la transparence des états financiers produits par les entités publiques. Qu'il s'agisse des entreprises du portefeuille, des établissements publics ou des sociétés commerciales à participation publique. Des informations en sa possession font état d'anomalies significatives dans les états financiers de l'exercice 2024 et des incohérences majeures constatées lors des assemblées générales ordinaires de quelques entreprises publiques. Des erreurs qui mettent en cause la fiabilité des bilans et des résultats présentés. Des mesures correctives seront mises en place rapidement pour renforcer les dispositifs de contrôle interne, améliorer la transparence des états financiers et garantir une meilleure gouvernance financière au sein des entités publiques. Le gouvernement congolais a procédé le week-end dernier au centre financier de Kinshasa à la présentation du nouveau périmètre du projet de la centrale hydroélectrique du Grand Katende lors d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Ces projets structurants visent la production à terme de 64 MW et permettra de desservir plus de 50 000 foyers tout en soutenant l'industrialisation et la croissance économique dans la région du Grand Kassai. Images et commentaires. Cette cérémonie de présentation de périmètre technique de la relance du projet Grand Katende a permis de clarifier les modalités de financement, le paramètre technique ainsi que les calendriers de mise en œuvre d'un chantier à l'arrêt depuis près d'une décennie. Ces projets, financés par l'État congolais avec l'appui de deux entreprises partenaires, Angélique International Limited et Mining Engineering Service, visent la production à terme de 64 MW et permettra de desservir plus de 50 000 foyers, tout en soutenant l'industrialisation et la croissance économique de la région du Grand Kassai. Il sera mis en œuvre en 3 phases, avec un dispositif de gouvernance rigoureux. Katende parce que c'est un barrage de la renaissance, barrage de la réconciliation, barrage de la fraternité, barrage de la cohésion, barrage de l'unité des peuples. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Abandonné depuis plus de 9 ans à cause de plusieurs problèmes de structuration financière, mais également de procédures des marchés publics. Ce qui est prévu, c'est d'abord de défier la nature, de produire 16 MW d'électricité pour alimenter Kananga et Bukonde, la première phase. Le défi et l'objectif est de produire cette énergie dans 24 mois à partir de la date du lancement. Dedon Fouamba a invité toutes les parties prenantes à une synergie d'action en vue de la concrétisation de cet ambitieux projet. J'invite toutes les parties prenantes, principalement les organes de gestion du projet, les entreprises sélectionnées, Mining Engineering Service, MSR en cycle, et Angélique International Limited, AIL en cycle, les ingénieurs conseils du gouvernement, les élus légitimes du peuple, les autorités provinciales et locales, et les communautés bénéficiaires pour une synergie d'action en vue de la concrétisation de cet ambitieux projet de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a connu la participation des élus du Grand Kassai, des membres du gouvernement, de partenaires techniques et des experts.
Le ministre de l'Industrie, Louis Bakoum Kabamba, a procédé le samedi 10 mai à la pose de la première pierre de construction de la cité de Chine le long du boulevard Sendue à Kinshasa. Ces projets de grande envergure, financés à hauteur de 200 millions de dollars américains, devraient générer plus ou moins 30 000 emplois. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie économique portée par les présidents de la République, Félix Tshisekedi, le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, a procédé à la pose symbolique de cette première pierre pour la construction d'une nouvelle cité moderne, dite la Cité de Chine. Un projet structurant porté par les groupes chinois African Sunrise. Cette cérémonie officielle a rassemblé les membres du gouvernement, des diplomates, responsables religieux et acteurs du secteur privé et public. Plusieurs secteurs ont marqué cet événement, notamment ceux du président du groupe African Sunrise, du président de la Chambre du commerce général chinois en RDC, du représentant de l'archevêque métropolitain de Kinshasa et du ministre de l'Industrie, Louis Bakoum. Dans son allocution, le ministre a salué la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, mise en œuvre par la première ministre, Judith Suminwa, tout en soulignant l'importance stratégique du partenariat RDC-Chine. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi au cœur de son action. Son ambition de créer 6 millions d'emplois dans notre pays trouve ici un écho concret. La Cité de Chine sera un moteur puissant de croissance économique et d'opportunités, notamment pour nos jeunes et nos entrepreneurs. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une avancée dans le secteur industriel, c'est également le renforcement d'un partenariat stratégique entre la RDC et la Chine. Un partenariat gagnant qui, loin d'être uniquement basé sur les échanges commerciaux, repose sur le partage des connaissances, le transfert des compétences et l'investissement dans les infrastructures qui transformeront notre économie. La pose symbolique de la première pierre a marqué officiellement le début des travaux de ces projets d'envergure appelés à transformer le paysage économique de Kinshasa. Notons que ces complexes multifonctionnels d'un investissement global qui s'étendra jusqu'à 300 millions de dollars américains se posera sur un espace de 150 000 km² et comprendra des centres commerciaux, de services logistiques financiers, hôteliers, résidentiels et des restaurations. Les travaux s'étendront jusqu'en mai 2027 avec une mise en service partielle prévue dès décembre 2025. Dans le reste de l'actualité, la semaine dernière dans le média, le ministre congolais des hydrocarbures, Molendo Sakombi, est revenu sur le processus ayant conduit à la découpe stratégique des 52 nouveaux blocs pétroliers dans la cuvette centrale, un processus mené en collaboration étroite avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour ces derniers, ces 52 blocs pétroliers sains sont prêts pour l'exploration et le gouvernement ne reculera plus face aux accusations infondées de certaines organisations de la société civile. On l'écoute. Cette mise aux enchères a donné lieu à plusieurs résultats. Et parmi les résultats que nous avons identifiés, c'était le code pétrolier qui arrivait en tête avec une fiscalité qui n'était pas du tout attractive et l'affaire des aires protégées, ça joue aussi son rôle dans l'infructuosité et le manque de données sismiques précises. C'est alors qu'à la clôture de ce processus, le 11 octobre 2024, nous avions dit que nous allons relancer ce processus en tenant compte de tout ce que nous avons engrangé comme conseils, recommandations pour aller mieux de l'avant. Et c'est comme ça que nous avons commencé par la cuvette centrale où nous avons détoxifié nos blocs. Et c'est à l'issue de ce travail que nous sommes venus donc informer le Conseil des ministres que nous avons maintenant des blocs sains en tenant compte donc de tout ce que les ONG avaient décrié à l'époque
et que ces blocs-là, 52, constituent donc le nouveau portfolio de nos blocs. Ces blocs sont ouverts à l'exploration et vont très prochainement faire l'objet de sismiques avec des partenaires spécialisés, avec des technologies maintenant de pointe. Il y a même de l'intelligence artificielle aussi à inclure dans la stratégie à partir des embryons de données déjà. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a pris samedi 10 mai plusieurs mesures portant notamment interdiction temporaire de l'importation de plusieurs produits d'hygiène dans l'ouest de la République démocratique du Congo, une décision qui vise à soutenir l'industrie locale et à encourager la consommation des produits made in Congo. Suivez. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a signé un arrêté ministériel interdisant de manière temporaire toute importation de produits d'hygiène dans la partie ouest de la RDC. Il s'agit notamment des couches pour bébés à usage unique, les bandes hygiéniques pour dames, les mouchoirs des poches et en boîte, les serviettes en papier, les papiers hygiéniques et tant d'autres. Cette décision vise à soutenir l'industrie locale et à encourager la consommation des produits made in Congo. À cet effet, le ministère du Commerce extérieur précise que dans les régions où ces produits fabriqués localement sont difficiles à trouver, les commerçants peuvent demander une autorisation spéciale d'importation et que cette demande doit être motivée et validée par les services guichets uniques du commerce extérieur Ségus. Elle doit également indiquer clairement la nature du produit, sa destination et les numéros du lot. Signalons que ces mesures font partie des actions du gouvernement pour renforcer la production locale, doper la création d'emplois et réduire la dépendance aux produits importés. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal. Quelle attitude doivent adopter les autorités et la jeunesse congolaise dans ces contextes de la guerre? La question a été placée au centre d'une conférence scientifique organisée le week-end dernier dans la salle Monekoso à l'université de Kinshasa, placée sous le thème « Jeunesse et paix en République démocratique du Congo, acteurs du changement ou spectateurs du destin ». Cette initiative du Cercle des hommes de lettres de l'UNIKIN a réuni des politiques, scientifiques et étudiants. Plusieurs recommandations ont été relevées, notamment l'élaboration d'un plan de développement stratégique à long terme pour capitaliser l'accord en gestation d'une valeur de 500 milliards de dollars américains entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Du choc d'idées à la lumière, dit-on. Cette conférence scientifique a posé les bases d'une réflexion pertinente sur les différentes attitudes adoptées dans ces contextes de guerre, d'agression rwandaise. La jeunesse, acteur principal pour le progrès social, a été au centre de cette activité initiée par le Cercle des hommes des lettres de l'Université de Kinshasa sous le haut patronage du recteur Jean-Marie Kayembe, et représenté ici par la professeure Philomène Babongi-Silla. Différents orateurs se sont succédés, soulignant au passage l'implication de la classe juvénile congolaise à l'inclusion économique. Ce que nous proposons aussi en tant que jeunes, c'est un leadership dans l'autonomisation entrepreneuriale pour ne pas être dépendant des autres. Créer une activité génératrice de revenus, employer d'autres jeunes, c'est poser des pierres solides pour une société plus stable. En parallèle à cette responsabilité de la jeunesse, l'État congolais a été invité à capitaliser l'accord en gestation d'une valeur de 500 milliards de dollars américains avec les USA, souligne ici le professeur Patrick Onoya, l'un des intervenants. Un investissement de 500 milliards de dollars est prévu pour 15 ans. Alors nous avons commencé par planter le décor, n'est-ce pas, de ces accords et de faire savoir que si Donald Trump s'intéresse à la République démocratique du Congo, c'est dans le cadre du développement technologique de son pays où il a besoin des matières premières. Nous avons recommandé au gouvernement de pouvoir développer un plan stratégique de développement qui va être sur 20 ans, qui va intégrer, n'est-ce pas, ces accords sur 15 ans. À l'issue de cette activité à laquelle a pris part l'élu national Arma Miteo,
Le coordonnateur du CEROL, Séraphin Mikobi, s'est réjoui d'un pari réussi. Nous sommes très honorés par la présence des personnalités publiques, politiques et scientifiques à cette activité. Placée sous les thèmes jeunesse et paix en RDC, acteurs du changement ou spectateurs du destin, cette manifestation s'est clôturée par la remise des brevets. Comme annoncé au dernier conseil de ministres, une entreprise japonaise se trouve déjà au Congo central pour l'exploitation du manganèse dans le territoire de Luozi. En parallèle, le gisement du cuivre, coltan et cassitérite, récemment découvert, à en croire le gouverneur Grace Bilolo, à travers ses projets, l'économie locale de la province du Congo central va être boostée. Bonne nouvelle pour les Congo central, plus précisément dans le secteur minier. Ce projet d'exploitation de gisement de manganèse s'inscrit pleinement dans la nouvelle vision de la gouvernance minière et représente un levier puissant de transformation territoriale, sectorielle et économique. Le ministre des Mines a annoncé le lancement de la phase exploratoire pour le 21 mai 2025. Comme annoncé lors du compte rendu du dernier conseil de ministres du vendredi 9 mai, il s'agit bel et bien de l'exploitation minière du manganèse dans le territoire de Luozi par l'entreprise japonaise Asia Mineral Limited. Bien avant cette annonce, le 21 mars dernier, la délégation de l'entreprise japonaise a été reçue par le gouverneur Grace Bilolo, venu lui faire part de l'aboutissement des études des faisabilités de ces projets ambitieux. Nous sommes venus présenter au gouverneur les projets de développement que nous voulons commencer déjà au mois de mai sur la province du Congo central. Surtout pour des partenaires japonais, bien sûr, nous savons quel est l'impact de la coopération japonaise avec le pont Maréchal, mais ça s'est un peu distendu, donc c'était un grand plaisir et un grand honneur pour eux d'avoir cet accueil chaleureux avec le gouverneur. Une annonce salutaire qui tombe quasiment au même moment que celle de la découverte dans le Congo central de l'un des gisements miniers du cuivre le plus important de l'Afrique, mais aussi de gisements de coltan et de cassitérite, des annonces qui ouvrent une nouvelle ère économique pour cette province. D'une province à une autre, au Kasaï oriental, les élus provinciaux accusent le gouverneur Jean-Paul Mbouembois de détournement de fonds publics évalués à environ 3 millions de dollars américains alloués à la province à titre d'investissement. Cette accusation intervient après la présentation du rapport de la commission d'enquête de l'organe de contrôle provincial. Cette décision, largement commentée par la presse, place les gouverneurs du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouembois, au cœur d'une affaire de gestion controversée des 3 millions de dollars américains destinés à l'investissement provincial. Le dossier a suscité un débat houleux lors de la plénière tenue le 10 mai à Mbujimayi, au cours de laquelle le rapport de la commission d'enquête parlementaire a été présenté. À l'issue de cette présentation, les élus provinciaux ont procédé à un vote à bulletin secret validant les recommandations formulées à l'encontre du chef de l'exécutif provincial et actant son renvoi devant la justice. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non et 1 bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe et le gouverneur est traduit en justice. Chers collègues, la résolution portant mise en accusation du gouverneur sera rédigée et soumise au bureau. Cette mise en accusation marque un tournant politique majeur pour la province du Kasaï oriental. L'affaire pourrait avoir des répercussions au-delà du cadre provincial. La gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption restent des enjeux cruciaux en RDC. Et ce dossier pourrait alimenter les débats sur la gouvernance et la transparence des fonds alloués aux provinces. Place à présent à la revue de presse, ça sera avec Jonathan Bakele. Mesdames
Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement cette édition, prenons le rappel de titres. En vitrine de cette édition, une entreprise japonaise se trouve déjà au Congo central pour l'exploitation du manganèse dans le territoire de l'Uozi. En parallèle, les gisements du cuivre, coltan et cassiterite récemment découverts. En croire son gouverneur, Grace Milolo, à travers ses projets dans ses journaux, vous avez suivi cet élément qui prouve à suffisance qu'à travers ces projets, l'économie locale de la province du Congo central va être boostée. On a également parlé de quelle attitude doivent adopter les autorités et la jeunesse congolaise dans ces contextes de guerre. La question a été placée au centre d'une conférence scientifique organisée le week-end dernier dans la salle Monekoso à l'université de Kinshasa. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition sur Ecofilm Télévision. Vous l'avez suivi. Merci de l'avoir fait. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.